Ça y est, c'est parti. C'est ma première fois. Je suis officiellement animateur Twitch. Ça me remplit de joie. J'ai fait des émissions déjà, mais là, j'ai ma propre case, quoi. C'est la consécration sur la chaîne de Yannick Jadot, le président de la candidature de l'écologie et de la justice sociale. Merci à vous d'être là. On va prendre les questions, on va pouvoir répondre, on va pouvoir débattre. Et je vais faire ça en bonne compagnie. Je devais avoir... C'est un peu la séquence émotion. Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, qui devait être là, elle a attrapé le Covid. C'est très ironique, parce que si vous vous souvenez bien, il y a 2 ans, jour pour jour, Madame Buzyn, ministre de la Santé, expliquait que le risque que le virus arrive en France était désormais nul, je cite. Elle pensait exactement le contraire. Hein, ce n'est pas le fait qu'elle se soit trompée, mais qu'elle ait... dit le contraire de ce qu'elle pensait intimement, ça c'est problématique. Et pour ça, elle a reçu la Légion d'honneur. Donc c'est un bel anniversaire. Et Sandra Regol, on pense à toi, bon courage et on est avec toi. Fort heureusement, pour la remplacer, c'est pas très diplomate ce que je viens de dire, Anne-Claire Boux avec moi. Bonjour à tous et à toutes. Anne-Claire Boux, adjointe à la ville de Paris, politique de la ville et promesse républicaine. C'est ça. Je m'occupe de lutter contre les inégalités territoriales, sociales et lutter contre les discriminations à Paris parce que Paris, on croit souvent que c'est une ville riche où tout se passe bien, mais en fait non, il y a énormément de racisme, d'inégalités sociales à Paris, de pauvreté. Hein. Il y a des quartiers de Paris qui sont les plus pauvres en France. Donc il y a du boulot, on y travaille au quotidien, mais il y a encore beaucoup de boulot pour faire en sorte que chacun et chacune puisse trouver sa place et des chances égales dans la vie. Et la dernière fois qu'on en parlait, tu me disais que c'était vraiment presque la pire illustration du lien entre les inégalités sociales et inégalités environnementales. Tu as quelques exemples en tête? À Paris, c'est flagrant la question du lien entre les inégalités sociales et la pollution, par exemple. À Paris, les gens les plus pauvres, en général, ils vivent le long du périph' avec des nuisances sonores. La question de la malbouffe, c'est les personnes qui ont le moins accès à une alimentation bio. Donc tout ça se cumule et on l'a vu, la Covid a été vraiment un révélateur de ces inégalités puisqu'on a vu qu'il y avait plus de comorbidité dans ces quartiers, plus de taux de contamination et donc plus de mortalité. Et peut-être un chiffre un chiffre malheureux, mais qui illustre bien ces inégalités. À Paris, l'espérance de vie d'un homme dans les quartiers les plus riches et l'espérance de vie d'un homme dans les quartiers les plus pauvres, il y a 5 ans de delta. Ah oui. On vit 5 ans de plus dans les quartiers les plus riches à Paris que dans les quartiers les plus pauvres. Et en fait, ça, c'est une vraie tragédie. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire en sorte, à chaque fois qu'on réfléchit aux inégalités sociales, qu'on puisse bien réfléchir les inégalités climatiques. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'urgence climatique, on n'est pas tous égaux devant l'urgence climatique. Et donc, il faut vraiment réussir à donner les moyens, la capacité à chacun et chacune de se prémunir face au changement climatique. Oui, c'est un peu comme, je crois qu'on y reviendra, mais c'est un peu comme on n'est pas tous égaux face au dérèglement climatique, de la même manière qu'on n'est pas tous égaux face à cette pandémie. Il paraît qu'il y a une pandémie, on en parle beaucoup, qui ne touche pas pareil, de la même manière, les personnes en bonne santé que les personnes avec des comorbidités, qui sont souvent, pour l'obésité, tu en as dit un mot, c'est la malbouffe. C'est ça. Ou les travailleurs précaires, ou autres. D'ailleurs, il parle de syndémie. On est vraiment sur l'environnement qui fait que le même facteur touche différemment les différentes personnes, comme le climat. Peut-être un petit mot aussi, quand on parle quartier populaire, aujourd'hui on le voit dans le contexte actuel avec Zemmour, c'est devenu le bouc émissaire de la France, ces quartiers populaires. Mais en réalité, j'aimerais vraiment rappeler que c'est ces gens-là qui travaillent dans les hôpitaux, travaillent dans les écoles, qui étaient en première ligne pendant la crise, et qu'on applaudissait à 20h le soir. Et c'est vraiment, franchement, aujourd'hui, ça fait mal au cœur de voir que ces gens-là qui ont fait tenir la France debout, qui ont pris soin de tous les Français et les Françaises, aujourd'hui, dans cette campagne, avec Zemmour, avec Le Pen, avec Pécresse qui revient avec la méthode Karcher, c'est encore une fois eux qu'on pointe du doigt. Et c'est vraiment injuste et je pense que c'est un des combats des écolos de rappeler en fait que ces premiers de corvée, ils sont essentiels et qu'en fait on doit vraiment avoir tous et toutes les mêmes chances dans la vie. Ça fait une excellente transition. Merci Anne-Claire, ça doit être une mandature passionnante.
Pour vous annoncer un peu le programme, on terminera par ça. En quoi le programme des écolos, c'est le lien entre la justice sociale et l'écologie. C'est Charlotte Soulary, qui est directrice du projet, qui nous en présentera un petit peu les coulisses, hein, comment ça s'est organisé avant que Yannick Jadot le présente samedi à Lyon. Avant, on sera très heureux d'accueillir Noël Mamère, le boomer en chef, celui qui était candidat à la présidentielle en 2002. Il a beaucoup à nous dire. On l'a vu un petit peu en coulisses avant. On a très hâte de l'entendre. Il a un regard philosophique, acéré, lucide sur la situation. On a un invité mystère juste avant. Vous l'avez peut-être vu dans une vidéo à propos de Ibiza. J'en dis pas plus. Et juste avant, on voulait revoir, tu voulais mentionner un article, la revue de presse de la semaine dernière. Je voulais quand même annoncer Breaking News. Et c'est Breaking News. Personne n'en a jamais parlé. C'est une première mondiale. L'arrêté qui interdisait le CBD en France vient d'être suspendu. Là, je parle en tant qu'avocat. Le recours, le référé liberté, le référé suspension qui interdisait la fleur de CBD vient de tomber. L'info sortira dans une demi-heure ou une heure sur BFM parce qu'ils sont moins informés que la chaîne de Yannick Jadot, évidemment. C'est une bonne nouvelle pour la filière, pour les emplois et pour les consommateurs qui utilisent le CBD pour dormir, pour soulager des douleurs ou même pour passer du cannabis psychotrope stupéfiant avec accoutumance au CBD non psychotrope et sans effet d'accoutumance. C'est une belle victoire. Voilà. Ce n'est pas le seul élément de la semaine. Anne-Claire, tu voulais nous présenter un papier qui t'a choqué. Voilà, je crois que la semaine dernière, vous aviez très envie de parler d'énergie et de nucléaire. Donc là, on a fait une petite sélection, une petite revue de presse. Et le premier article qu'on voulait vous présenter, c'est un article sur le solaire, l'énergie solaire utilisée. Là, tout l'objet, en fait. Je ne sais pas si on peut... On le voit là. On le voit, c'est bon, vous voyez l'article. Ingénierie solaire pour refroidir le climat. Plus ça va mal et plus on va chercher ce type de solution. C'est une interview dans Libération. Ben, je trouve que cet article, il est un peu révélateur du nucléaire. C'est toujours ces fausses bonnes idées pour continuer à consommer plus et et dire d'un côté on va réduire l'impact sur le climat, mais pas regarder la conséquence, les conséquences s'enchaînent. Et finalement, la fausse bonne idée, c'est qu'on croit faire mieux, mais on ne fait pas mieux. Et là, on a cet article donc, sur la géo-ingénierie solaire. L'idée, c'est de reproduire un peu la même chose que ce qui s'est passé quand il y a des éruptions volcaniques, et ce qui s'est passé dans l'histoire avec les éruptions volcaniques, c'est d'essayer d'envoyer des particules dans le ciel pour refroidir la Terre. Et donc, il y a des experts qui ont signé une tribune pour alerter sur les impacts que pourrait avoir cette fausse bonne idée. C'est-à-dire que, certes, on diminue la température sur la Terre, mais si on continue à consommer, à émettre des gaz à effet de serre, finalement, on continue à réchauffer. Et du coup, le problème, c'est en fait, encore une fois, c'est que différer. C'est une fuite en avant, on est juste en train de différer. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une fois qu'on a lancé des particules dans la stratosphère, on ne sait pas trop, c'est un peu incontrôlable. Un petit peu comme le nucléaire aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, on produit de l'énergie avec du nucléaire, mais on voit Tchernobyl, Fukushima, quand la technologie nous échappe, en fait, ça a des conséquences sur l'homme, sur l'environnement qui sont désastreuses. Ça illustre bien, c'est une petite chose qui parle bien et qui illustre bien cette question du nucléaire qui est toujours une fuite en avant. Ouais, c'est le technosolutionnisme. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à Noël Mamère, puisque le philosophe Jacques Ellul en parlait beaucoup. Le technosolutionnisme, en gros, on comptait sur la science, la technologie qui n'existe pas encore. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, ça n'existe pas encore. Et on se dit, grâce à ça, on peut ne pas changer de modèle. Et donc c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers. Moi, ça me fait écho à un film qui s'appelle Geostorm. Vraiment, je vous le recommande. Il est nul. C'est nul, c'est nul. C'est un blockbuster, mais tout pourri. Mais vraiment, mais alors, ça fait du bien. Et donc, alors là, il modifie le climat avec des miroirs. Et puis, évidemment, il y a un virus, il y a un mec qui prend le contrôle des miroirs et du coup, il déclenche... je ne vous spoil pas le film, parce que ça serait vraiment dommage que vous le ratiez tellement il est nul. C'est vraiment la science-fiction qui illustre ce recours désespéré à la science. Et c'est vrai que ça fait un peu penser au nucléaire ou là, les délires d'Emmanuel Macron sur les SMR, les mini-centrales, qui ne seront pas prêtes, si elles sont prêtes un jour, avant 2040.
alors que c'est maintenant la décennie du climat. Ouais. Et petit exemple aussi sur ces idées qu'on lance comme ça sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc il y a eu ces petites centrales lancées par Emmanuel Macron, mais quand on prend par exemple la fission, ça fait 50 ans qu'on essaye de faire cette technologie, mais qu'on n'y arrive pas. Donc on dépense de l'argent, mais finalement on n'arrive toujours pas à avancer sur cette technologie. Donc là encore, l'argent, on pourrait la mettre dans les énergies renouvelables, dans la recherche sur les énergies renouvelables qui sont très prometteuses et qui, par exemple, les éoliennes en mer, en quelques années, on a doublé, triplé la puissance des éoliennes qu'on pouvait installer d'une seule éolienne. Avant, on était à environ 3 mégawatts. Et puis maintenant, une éolienne, ça fait 12 mégawatts. Les éoliennes en mer. Et oui, les éoliennes en mer, une petite passion. Alors, il faut quand même que je vous dise, Anne-Claire Boux, dans le civil, c'est la chef projet du développement. C'est Madame Éolienne en mer, pour aller vite, pour un ancien opérateur historique dont on ne peut pas dire le nom, ancien monopole dans le domaine de l'énergie et l'électricité. Ça va si je dis comme ça? Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, ça, par contre, ça marche. Ouais. Ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. Surtout dans les pays voisins. C'est le Danemark, c'est quoi? C'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas. En fait, tous ces pays, ils ont misé sur l'éolien en mer, qui est aujourd'hui une technologie qui fonctionne. Donc, des éoliennes installées en mer, il y en a plus de 5500 en Europe. Et en France? Et en France, il y a une éolienne flottante. Juste qui est un prototype, qui n'est même pas une version définitive. Et là, il y a plusieurs parcs éoliens en mer qui sont en cours de construction au large de la Normandie et de la Loire-Atlantique et aussi de la Bretagne. Donc ça démarre en France tardivement. Mais enfin, on y va. Et bon, l'avantage de l'éolien en mer, c'est de pouvoir mettre des éoliennes plus grandes, en plus grande quantité. On parle de parcs d'environ 500 mégawatts de capacité. Donc, à titre d'exemple, le parc que j'ai développé, le parc de Saint-Nazaire, c'est l'équivalent de la consommation d'environ 700 000 personnes. Ouais. Donc, c'est des outils de production qui permettent d'avoir vraiment d'alimenter une grande région. Ou alors, on peut mettre des panneaux lumineux pour la publicité. Oui, mais tant qu'à faire. Mais c'est toujours d'ailleurs la question des panneaux lumineux. Les énergies renouvelables, oui, il en faut et on est en capacité de le faire et à pas cher. Ah oui, beaucoup moins cher que le nucléaire. Beaucoup moins cher. 50, enfin c'est un rapport de 1 à 2 1 à 3 même maintenant. Avec le nouveau nucléaire, c'est 1 à 3 pour l'éolien en mer. Il faut savoir qu'en Allemagne… Le nouveau nucléaire, c'est celui qui ne marche pas. C'est ça, voilà, c'est l'EPR qu'on n'a toujours pas… Ça fait très cher pour quelque chose qui ne marche pas. Qui n'est toujours pas en fonctionnement. Donc, le nouveau nucléaire… Je suis sûr que là, il y a des gens sur le forum. Est-ce qu'on a… nucléaire. Mais c'est vrai, désolé, c'est plus cher et pour l'instant, ça ne marche pas. Le vent est plus fort. En effet, le vent est plus fort en mer, c'est vrai. Ça, c'est un des avantages de l'éolien en mer. Qu'est-ce qu'on a? EPR en mode crash, oui, ça, je pense qu'on peut confirmer. Ouais. Non, mais je t'ai interrompu. Tu voulais parler des économies d'énergie, du coup, ouais, la sobriété. Du triptyque, en fait. Aujourd'hui, oui, il faut faire des énergies renouvelables. C'est important et ça nous permet vraiment d'avoir des produits, de ne pas avoir tous les problèmes de réchauffement climatique, de risques nucléaires et aussi de déchets. Et aussi, on l'a dit, en fait, ça coûte moins cher aujourd'hui globalement que la plupart des énergies. Mais ça doit s'accompagner de sobriété et d'optimisation. Et c'est un peu… ce qu'il y a dans ces articles. Là, on avait un article sur la géo-ingénierie solaire, mais on en avait un autre aussi sur le gaz naturel liquéfié et la compensation carbone. Si on parle de compensation carbone, par exemple, c'est juste une incitation pour toujours consommer plus. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut aussi la question de la sobriété, qui est chère aux écologistes et importante. Il faut qu'on arrive à vivre mieux, consommer moins, mais pour vivre mieux. Là, tu faisais référence à l'article. Publicitaire. Oui, c'est pas de 5G dans l'ascenseur, quoi. Par exemple. Là, c'était la référence à l'article de Mediapart qu'on voulait présenter, le gaz soi-disant neutre en carbone, mais en fait, c'est du gaz, donc c'est des émissions de gaz à effet de serre à balle, évidemment, mais qui sont compensées, enfin soi-disant compensées. Donc en fait, on est dans l'alimentation d'un modèle. Sur l'énergie, mais Yannick Jadot en parlera et je pense que ça sera aussi dans la présentation de Charlotte Soulary. Il y a tout un enjeu de venir en soutien immédiatement aux populations, les classes moyennes qui ont du mal à se payer le chauffage ou le carburant. Ça, c'est le chèque énergie. Moi, j'ai par exemple un convecteur électrique. Bon, je sais que voilà, la facture de cet hiver va être très, très rude. Ça, c'est le chèque énergie, les premiers kilowattheures gratuits, tarification sociale.
Et puis la rénovation thermique pour pouvoir isoler les logements. Ça, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat. Il n'y a vraiment aucune raison Puis alors là, on est au cœur du fin du mois, fin du monde, même combat, parce que la rénovation énergétique, c'est typiquement ce qui permet d'améliorer le confort de vie dans un appartement. Déjà, quand on vit dans une passoire énergétique, on met le chauffage à fond, mais ça veut dire qu'on n'a pas un bon confort de vie quand même. Donc ça améliore le confort de vie, ça permet de réduire la facture d'électricité et ça permet de réduire l'impact sur le climat. Donc c'est vraiment l'exemple même que l'écologie, au final, ça permet de faire des économies et c'est des choses qu'on peut réinjecter, par exemple, pour s'alimenter mieux. Donc moi, je n'ai pas peur de parler de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est important quand on a du mal à finir les fins de mois. Et ça peut devenir du pouvoir de vivre, ce pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Il y a des questions, mais je crois que tu peux répondre sur les fondations des éoliennes, qui sont des paradis à crustacés. Donc ça ne gêne pas la vie marine. Ça dépend évidemment de là où on les place. J'imagine il faut pouvoir identifier les bons endroits. Oui, en fait, le fait que l'Europe ait pris un peu d'avance, le reste de l'Europe ait pris un peu d'avance sur nous, ça nous permet d'avoir du retour d'expérience sur l'impact que ça peut avoir sur la faune marine. Et on voit qu'en effet, au pied des fondations, surtout qu'en plus pour protéger les fondations, souvent on met pas mal de roches au pied des fondations. Et ça fait ce qu'on appelle l'effet récif artificiel. Et vu que globalement, nos fonds marins sont chalutés en permanence, et alors, le chalutage, c'est quand même des impacts importants sur les fonds marins, ça racle les fonds marins. Et donc, les poissons, ils n'ont plus vraiment d'endroit où s'abriter, plus trop d'habitat. Et donc, c'est vrai que ces éoliennes recréent ce qu'on a observé dans les parcs en Europe du Nord, c'est que les poissons revenaient en nombre au pied des éoliennes et donc les mammifères marins venaient s'y nourrir aussi et que ça recréait un écosystème sur les fonds marins. Donc bien sûr, quand au moment des travaux, les poissons ont tendance et les mammifères marins s'éloignent, mais une fois que les éoliennes sont installées, il y a toute une vie sous-marine qui se recrée. Bon, là, vous avez compris, vous êtes tombé sur The Spécialiste, éolienne en mer. Elle peut répondre à tout. On peut répondre aussi pas mal sur le nucléaire, sur le technosolutionnisme. Je laisserai quand même Noël, ma mère, répondre parce que je sais que ça lui tient à cœur. Il y avait encore un article sur le lithium, mais moi je voulais parler d'un moment qui m'a beaucoup marqué. Au Parlement européen la semaine dernière, on n'en parle jamais du Parlement européen, jamais, parce que c'est un Parlement qui n'a pas assez de pouvoir. Nous les écologistes, on est pour lui donner beaucoup plus de pouvoir d'initiative. Mais là, il y a eu enfin un vrai moment de politique à Strasbourg, capitale européenne. C'est que formellement, la France a pris la présidence française de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est en gros un pouvoir d'initiative. Et pour une fois, Emmanuel Macron devait descendre dans l'arène. Et donc pour une fois, il a pu subir la confrontation et le fait qu'on lui dise ces 4 vérités sur l'absence de bilan en fait, ou le fait qu'il ait instrumentalisé l'Europe au service des lobbies, contre les migrants, contre la biodiversité, contre la sortie des pesticides. Et je sais que ça a fait pas mal réagir. Est-ce que c'est pas la campagne présidentielle qui s'invite à l'Europe? Est-ce que c'est pas un détournement? En fait, c'est qu'on n'est pas habitué. Dans une démocratie mature, dans un pays, un régime parlementaire normal, le chef de l'État, souvent c'est un Premier ministre en Angleterre ou en Allemagne, il répond à l'opposition. Et des fois vraiment à cette distance. À la Chambre des communes en Angleterre, c'est vraiment très très proche. Et ils disent, voilà, ce que vous faites c'est nul et je vais vous répondre pourquoi c'est bien et ceci, cela. Et ça, c'est une démocratie vivante. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est frappant. Si vous n'avez pas vu la séquence, je vous invite à la revoir. C'est 4 minutes où Yannick Jadot étrille le bilan d'Emmanuel Macron, ou l'absence de bilan. Il se dit pro-européen, mais en vrai, il instrumentalise l'Europe. Toujours pour soutenir le nucléaire, il faut faire alliance avec le gaz de la Hongrie et la Pologne et le charbon et tout. Et l'Europe n'a pas bougé d'un pouce dans le chemin vers la prospérité, la justice sociale ou la réalisation des engagements climat. Et donc Yannick a pu expliquer ça face to face au président de la République. Et puis esquisser un projet pour l'Europe, un projet de justice pour la génération climat, la génération qui vient. Et voilà, ça avait fait beaucoup réagir, mais moi, qui m'intéresse quand même à l'Europe depuis un bout de temps, c'était la première fois que je votais, c'était il y a quelques temps, mais c'était pour les élections européennes. Enfin, on parle de l'Europe, on parle du bilan, on parle du projet, plutôt que l'absence de discussion et le fait que le président, en toute majesté, Jupiter, puisse ne répondre à aucune question et dérouler son plan com. Ça faisait du bien. On enchaîne. Je vois qu'on me fait signe.
On a un invité mystère. Qui est cet invité qui fait parler de lui depuis une semaine? C'est une personne, alors désolé Sandra, on revient. Une personne, comment on le présente? On peut teaser un peu. Certains l'ont déjà croisé et remarqué avec les chaussures rouges. Ouais, il a totalisé plus de 3 millions de vues. 3 millions de vues sur différentes vidéos, rien que sur Twitter. J'ai fait le compte sur Twitter, mais pas sur d'autres chaînes. Il a été marqué par les déclarations et le protocole sanitaire du ministre de l'Éducation qui a attendu la dernière minute pour établir un protocole pour les enseignants, pour les parents d'élèves, pour les élèves. La dernière minute. Il l'a annoncé, Jean-Michel Blanquer l'a annoncé dans un article payant plutôt que de l'envoyer directement aux corps enseignants. Ça, c'est quand même, fallait le faire. Et à la fin du fin, on s'est rendu compte qu'il avait annoncé ça depuis Ibiza sans le dire aux Parisiens. Et puis ensuite, il a changé le protocole 2 fois. Ça, bon, on en J'ai peut l'impression plus. qu'il y en a qui ont déjà deviné. Ah, Nour le magnifique. Ben oui. Le sosie de Blanquer. C'est notre Jean-Michel à nous. Notre C'est Nour Jean-Michel. le magnifique. Non, le magnifique, c'est pas mal. Rejoins-nous. Bienvenue, Nour Durand-Rocher. Alors, on a enlevé les masques, on voit peut-être les vidéos qui passent. Nour Durand-Rocher, bienvenue. Merci. Ah, mais oui, sans la casquette, ça va. Ouais, tu veux dire que je ressemble plus à notre héros national. Voilà. Ouais, notre cher ministre. Bienvenue. Alors, il faut, dans les coulisses, expliquer que vous êtes tous les deux collègues. Ouais, on est sur les rangs du Conseil de Paris ensemble. Absolument. Eh bien, présente-toi, Nour. Eh Nour ben, Durand-Rocher. Je suis donc conseiller de Paris chez Europe Écologie Les Verts et je siège surtout pour suivre les affaires sociales. Et en arrondissement, je m'occupe des questions de sécurité et de prévention et de protection de l'enfance. Donc que des sujets joyeux qui méritaient une action joyeuse. Dans le 11e arrondissement. Dans le 11e arrondissement, tout à fait, où je vis depuis maintenant 15 ans. Et alors, comment tu te retrouves sosie de Jean-Michel Blanquer? Alors ça, je crois que c'est un truc que mes parents ont fait il y a une quarantaine d'années. D'accord, pardon, effectivement. Oui, d'accord. Oui, vas-y, continue. Donc, alors, avance sur les 40 premières années. Alors en fait, il y a un moment où il y a quelqu'un qui devient président de la République il y a 5 ans, il nomme un gouvernement, et moi il y avait quelqu'un dont j'avais jamais entendu parler, je ne suis pas du tout spécialiste des questions d'éducation. Lui non plus, rassure-toi. Alors malheureusement, il est sûr qu'il est spécialiste, hein, mais ça on peut en parler. Et donc au bout d'une semaine à peu près, il a fallu une semaine. Donc ça c'est en 2017. Pour commencer à me chambrer sur ma ressemblance. Mais du coup, évidemment, prêt à tout pour me dissimuler, je me suis laissé pousser la barbe, j'ai mis plus régulièrement la casquette, c'est passé nickel, et puis depuis 6 mois, il a une barbe. Donc pas de bol. Non, c'est pas du tout un enfer, c'est des potes qui me chambrent, non, ça va. J'ai vécu des enfers pires dans ma vie quand même. J'avoue que j'ai pris ma part dans les vannes aussi. Ouais, c'est possible. Ouais. Et comment est née l'idée là de la petite action devant le ministère de l'Éducation? Alors il faut expliquer ce qui s'est passé, parce que... Bah oui. Il y a peut-être des personnes qui vivaient dans une grotte. Il y a peut-être des personnes qui vivaient dans une grotte et qui n'ont pas vu. Il y a des images qui sont déjà passées, je crois. Donc on peut juste revenir là-dessus, sur le fait que, comme d'hab, moi j'aime beaucoup les mots anglais, et les Anglais ont décidé de faire un truc un peu rigolo pour Boris Johnson, qui faisait des fêtes en disant aux Anglais de bien rester confinés chez eux et de ne pas se fréquenter. Et donc ils ont réuni énormément, enfin pas énormément, je crois que c'était une trentaine, de gens en costume avec un masque de Boris Johnson pour faire la fête près de Downing Street. Et bien, du coup, ça nous a inspiré. On s'est dit, mais ça, c'est trop marrant. On a envie de faire des trucs marrants comme ça. On est plusieurs à avoir envie qu'il y ait une campagne plus drôle, mais de manière générale, qu'il y ait des événements qui nous permettent de faire un peu rire les gens. Je pense qu'on en a besoin dans la période. Et du coup, il y a des copains qui ont eu cette idée-là. Donc, c'est un collectif composé de gens beaucoup plus jeunes que moi dans l'ensemble. Encore plus jeunes que toi. Bien sûr, encore plus jeunes que moi. Bon, enfin bon, qui ont quand même plus l'habitude de passer du temps sur Twitch que moi, quoi, pour le développement. Et donc on a fait ça. D'abord on a eu l'idée de faire un peu un truc du même genre. Puis il y a quelqu'un qui a dit, attendez, mon rêve c'est de voir tout le monde avec un masque Blanquer et une seule personne qui n'en porte pas au milieu. Ah oui. Et donc c'est toi. Et donc du coup, j'ai passé 3 quarts d'heure à regarder des vidéos et des photos de Blanquer pour essayer de voir comment il faisait, comment il se tenait un peu. Et puis derrière, on s'est dit que, quitte à être à Ibiza, même si on est en hiver, c'est quand même vachement plus drôle de danser et de se mettre en tenue de plage. Et puis quitte à ce qu'il soit ridicule, il nous a beaucoup aidé. Hein. Comme souvent, si le modèle est bon, nous on a juste à avoir un déclic. Et il a été très bon, parce que ce qu'on lui demandait, c'était de s'occuper des enseignants, d'un protocole sanitaire,
Et puis lui apparemment il a mieux à faire et c'est très bien pour lui, mais par contre qu'ils ne nous disent pas qu'il travaille. Ouais. C'est terrible ça. On salue Pauline Rappi-Ferniaud qui est aussi à l'initiative, un certain César Bouvet et d'autres qui militent justement sur cet aspect des sujets sérieux sans se prendre au sérieux, on va dire comme ça. Et puis le climat. Et puis le climat. Qu'est-ce qui t'a choqué toi le plus? C'est Ibiza, c'est l'absence, c'est l'improvisation. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dans les écoles? C'est la totale. Alors c'est bon, aujourd'hui ils ont eu une idée. Il y a certains instituts qui commencent à recevoir des masques qui n'en avaient encore jamais reçus. Donc ça m'a l'air pas mal quand tu as 25 mômes. Alors il y en a qu'on avait avant. D'abord ils ont eu le moment où ils ont produit des masques très très vite qui étaient des masques très mal foutus et qu'ils ont à peu près tous jetés. Ça, ceux-là ils les ont produits vite mais ils étaient inutiles. Et après il y en a d'autres qui n'ont jamais reçu de masque, d'autres qui en ont reçu 1, 2, 3, ce qui en 2 ans est pas mal quand tu as 25 élèves face à toi. Je rappelle qu'il y a même un moment où on nous disait que le Covid, les enfants ne pouvaient pas le transmettre. Ce qui était quand même pas mal. C'est Jean-Michel Blanquer qui dit ça d'ailleurs. Oui, un certain spécialiste de l'éducation, mais pas de la santé. Pas de bol. Et comment ça se passe? Vas-y, Claire. Non, mais je rebondissais sur ta question. Moi, je trouve le pire dans cette situation, c'est quand même le manque de reconnaissance vis-à-vis des profs qui sont là depuis le début de la crise et qui sont même pas... Enfin, le fait d'informer dans un article payant, je trouve que là, vraiment, on arrive à un manque de respect le plus total de la part de ce gouvernement et je pense que ça résume très très bien ce gouvernement depuis le début du quinquennat. Ce manque de considération, ce manque de respect. Et voilà, moi je voulais revenir sur ce truc-là parce que ça m'a vraiment, je trouve ça inacceptable, quoi. On arrive à avoir des gens de plus en plus rigolos qui nous gouvernent. Manque de bol, ils sont censés nous gouverner, quoi. On préférerait que ce soit eux qui fassent les blagues. Et puis, s'ils veulent, nous, on peut prendre leur place et puis essayer de faire des choses en se prenant un peu moins au sérieux, mais peut-être essayer de bosser un peu mieux et un peu plus au service des gens plutôt que de les mépriser. Le mépris des fonctionnaires, on l'a là, mais enfin, on l'a dans les hôpitaux en ce moment, on l'a dans la justice, l'enseignement supérieur. Enfin, s'il n'y avait que Jean-Michel Blanquer, moi, en réalité, mon but, c'est pas de m'acharner sur Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, il n'a pas l'air d'être au top en ce moment, et heureusement, dans 3 mois, on a des chances d'en être débarrassé. Là, l'idée, c'est que dans l'ensemble, ils nous font le coup respectivement, chacun. Enfin, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a des accusations un peu lourdes. On espère quand même que dans les années 2020, normalement, ce genre de mec, il soit plus là. Il est ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que c'est lui après qui est censé nous donner des leçons et vérifier. Enfin, je sais pas, moi j'essaie de me tenir un peu à carreau sur les questions de sécurité, encore plus depuis que je suis délégué à la sécurité en arrondissement. Lui, il est ministre de l'Intérieur. C'est un pas de danse que tu nous fais là? Ouais, tu veux. Moi j'ai envie de te demander, à la fin de la vidéo, on voit les flics arriver. Comment ça s'est passé justement? Alors, c'est toujours ces moments où on sent qu'ils ont des ordres. Parce que vous étiez devant le ministère de l'Éducation. On est devant le ministère de l'Éducation avec le génie de l'impro, où il y en a un qui a la bonne idée de mettre une serviette sur la plaquette du ministère, qui donnait un peu une idée de comment le ministre s'occupe de son ministère. Et je trouvais que symboliquement, c'était très joli, la serviette de plage sur la plaquette du ministère. Donc on a vraiment occupé le devant des lieux. Et là, au bout de 26 minutes, puisque l'avantage c'est qu'on avait une bande son. À 26 minutes 26 minutes pour intervenir, ouais. Ça va. Ouais, les lieux sont bien protégés contre les gens qui font la fête. Ouais. Et ce qui avait de génial, donc, c'est que les gens du 7e ont dansé avec nous. J'avoue que c'était une surprise pour moi. Rigolo. Ils nous filmaient, on les faisait rire. Enfin, on a eu que des réactions positives sur place. Non, ça c'était très cool. Et après, la police est intervenue. Et donc, ils ont contrôlé nos identités, ils ont attendu les ordres et ils nous ont laissé partir puisqu'on avait l'intention de partir. On était là pour un happening. Pour une réunion de travail, oui, vous n'aviez pas... Oui, évidemment. Oui. C'est quoi la suite? Quand même un petit merci. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu la vidéo, mais moi, du coup, ça fait une semaine que j'ai Vamos à la Playa dans la tête. Donc, merci Nour. C'est un petit bout de soleil dans l'hiver. C'est pas très sympa. Par contre, il y a des profs, j'ai eu des échos, moi, des profs qui, le lendemain, étaient pliés en 4 à la salle des profs. Et je crois que ça leur a fait du bien, parce que dans la période, ils ramassent, on va dire, ils sont en grande difficulté. Et cette petite bouffée, hormis le fait d'avoir Vamos a la Playa dans la tête, qui est en difficulté, ça leur a fait du bien. Comment ça, c'est une difficulté, t'aimes pas? Pourquoi pas Michel Sardou, après, tu vois, c'est l'escalade. Ouais. Non, mais en fait, on en a besoin. En ce moment, on a besoin de rigoler. C'est-à-dire que, pour le coup, on voit la période, elle est plombée. On vient de vivre 2 ans de transformation incroyable de nos modes de vie à cause de la pandémie. On a accepté tout. On a accepté de s'enfermer. On a accepté de plus voir nos amis. On a accepté de plus voir nos familles. On a accepté de faire attention à nos parents ou nos grands-parents. Et en fait, on n'a jamais l'impression qu'on nous dit « bravo, c'est cool ». Je pense que rire, c'est le minimum.
Et s'il y a un truc dont je suis super content, c'est qu'on a réussi à faire rire des gens et collectivement on est content. Je sais qu'il y a une personne qui avait participé à l'élection qui est actuellement dans ce studio et je sais qu'on est tous contents de ça, d'avoir pu faire rire des gens, c'est trop cool. C'est une question de santé mentale presque. Ah non, mais c'est une question de bien-être. Ouais. T'as Bebzoun qui te remercie. On nous demande les infos pour la manif du 27. Ça, tu c'était la refais transition. un petit... Qu'est-ce qui va se passer le 27? Le 27, il se aura- pourrait qu'il y ait une dernière sortie du sosie. Mais voilà, parce que le 27, en fait, il y a une manif pour demander notamment de meilleures conditions salariales, parce qu'en plus d'être moqués, qu'on ne se traite pas bien d'eux, qu'on les traite pas bien, les enseignants, ils ont le gel du point d'indice qui dure depuis une éternité. Par rapport à la population, le pouvoir d'achat des enseignants s'est effondré. Et donc, ils ont des revendications, ils ont raison de les avoir. Et si on peut leur apporter un tout petit peu de soutien et les faire sourire en même temps qu'ils se battent pour une très bonne raison, on sera ravis d'être là. Par contre, ce sera la dernière sortie. Je n'ai pas envie de faire toute ma vie sosie de quelqu'un dont j'espère bien que dans 3 mois, la France n'entendra plus parler. Bon, En c'est tout cas, bien. il y a Youssef qui dit merci Nour d'avoir mis des paillettes dans notre vie. Rien que ça. Alors on est un collectif, hein. On est un collectif et la prochaine fois on en mettra d'autres en avant. Hein. Moi j'étais juste là parce que j'ai une ressemblance. Mais en vrai, Petite on avait ressemblance. tous la même énergie. Merci beaucoup, Nour. Merci Nour. Donc, on a compris que tu n'es pas que le sosie de Jean-Michel Blanquer, Nour Durand-Rocher, Nour Sharon sur Twitter, pour te suivre dans tes pérégrinations sur le 11e, la sécurité, la tranquillité, et au Conseil de Paris. Voilà, merci beaucoup. Et Merci de m'avoir rendez-vous invité. dans la rue le 27 janvier en soutien Surtout. aux manifestations. Et même si vous n'allez pas voir Blanquer, allez dans la rue le 27. parce Et que- le dress code, c'est maillot de bain. Alors si vous avez du courage, il fait 6 degrés. Pour l'instant je regarde tous les jours, il pleut pas. Mais et voilà. Ouais. Merci, Nour Durand-Rocher. Merci beaucoup de m'avoir Merci, invité. Nour. Au revoir. Et alors maintenant, sans transition, j'ai l'immense honneur d'accueillir la sommité, Oh là, le monument, oh là. Ça La commence très référence. mal quand on vous présente comme ça. Noël Mamère. Soi-même, Avec un en super- personne, Un petit en jingle. direct et devant vous. Alors je ne sais pas si tu es vraiment habitué, toi, aux émissions de télé. Pas beaucoup, Pas beaucoup, ouais. pas beaucoup. Bon, alors... Où on- les caméras sont où? Ah oui, c'est en face, voilà. Bon, écoute, on t'a invité pour une carte blanche. Alors, est-ce qu'on présente Noël Mamère? On est sur le jingle, c'est ça? Merci Noël Mamère d'être avec nous. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'inviter. J'ai l'impression effectivement d'être un vieux parmi la nouvelle génération. La sommité. Mais vous assurez la la référence. continuité, c'est très bien, La d'ailleurs. référence. Par référence j'allais pas au père fondateur, en tout cas à ceux qui ont commencé le combat politique, j'ai amené ce verre d'eau. Parce qu'on René m'avait demandé, Dumont. mais René Dumont, son verre d'eau, il est encore dans les mémoires. En Et 1974. C'était en 1974 et il nous expliquait que l'eau allait devenir un bien rare. Et nous savons maintenant que nous sommes passés de l'abondance à la rareté. C'est ce qu'ont essayé d'expliquer les écologistes depuis longtemps. Et la question, c'est de savoir comment on gère cette rareté démocratiquement. Ben, on est vraiment très heureux de t'accueillir. Je ne t'ai pas présenté parce qu'en fait on te connaît évidemment, ancien présentateur de télé, c'est pour ça que les petites blagues sur les caméras c'était superflu, et écologiste, j'allais dire forcené, écologiste de conviction, écologiste de sincérité, qui a été candidat à la présidentielle en 2002, avec beaucoup d'autres faits d'armes, désobéissance civile, de nombreux procès assumés, député, bon j'en arrête là, voilà. Oui, ça va. D'ailleurs, il y a une petite question sur le chat qui dit Oui. Noël, meilleur score écolo et une présidentielle. Pas trop dur d'espérer perdre ce record cette année? Moi, j'espère le perdre. Et je ne pense qu'à ça, matin, midi et soir. Non, je pense que Yannick a toutes les chances de dépasser le score que j'avais réalisé en 2002, parce que les choses ont changé depuis 20 ans. Grâce à ma génération, il faut le dire, et à la vôtre aussi, on a fait entrer les idées de l'écologie dans la société. D'ailleurs, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on constate que l'écologie qui était en 15e ou 16e position dans les préoccupations des Français est maintenant en 2e ou 3e position après les questions de pouvoir d'achat, de redistribution ou de santé. Donc c'est très réconfortant. Et donc maintenant, il faut que nous soyons à la hauteur de ce poids de l'écologie politique dans la société. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui, à l'heure qu'il est, pour nous,
d'entrer de manière forte dans le débat parce qu'il est complètement envahi et inondé et submergé par les questions identitaires, par l'immigration, par la sécurité. C'était d'ailleurs la preuve d'un certain succès d'un pari qui a été lancé dans les années 68 de l'extrême droite, des intellos d'extrême droite qui ont dit on va gagner des victoires par l'hégémonie culturelle. Et d'ailleurs, quand on regarde la primaire de LR, c'est absolument incroyable. C'est de voir que cette primaire, elle était sous l'ombre portée de Zemmour. Ce qui est quand même très inquiétant. Tu as écrit un livre, hein, je le précise, oui, c'est le vrai. cas Zemmour. Merci, je ne sais pas si on le voit, parce que tu es très prolifique. Je ne l'ai pas écrit tout seul, je l'ai écrit avec Patrick Farbias. J'avais écrit un livre en 2014 qui s'intitulait « Contre Zemmour, réponse au suicide français », qui était ce premier bouquin qui avait été un best-seller. Nous avons essayé d'étudier ce qui s'est passé depuis 2014. Et en fait, ce bouquin, il se veut une sorte de guide ou de manuel pour ceux qui veulent combattre Zemmour autrement que par l'invective, mais avec des éléments précis. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de déconstruire son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Et puis c'est aussi une manière de dire, de montrer ce que Zemmour dit de nous. Ce qu'il dit d'une droite qui s'est comportée comme une prédatrice sur les terres de l'extrême droite, d'une gauche qui a abandonné une partie de ses valeurs, et d'un président de la République qui, un jour, vous dit qu'il faut traverser la rue pour trouver un boulot, un autre qui parle des gens qui ne sont rien, des illettrés. Des illettrés, donc qui sont autant de violences terribles vis-à-vis de ceux qui sont les plus vulnérables. Et comme on est dans une société aujourd'hui où se cumulent les vulnérabilités, la peur des effets du dérèglement climatique, de ma génération pour nos enfants et nos petits-enfants, la pandémie qui est un fait social total, dont on n'a bien sûr pas encore mesuré les conséquences, y compris en matière de santé mentale, et puis ce creusement absolument indécent, obscène des inégalités. Le dernier rapport d'Oxfam le montre encore. Donc je pense qu'on est dans un moment où on a, dans un pays quand même qui a montré ses vertus démocratiques, mais qui en 2022, dans le paysage politique, le bloc d'extrême droite, c'est près de 35%. Si j'ajoute à ça la droite de Valérie Pécresse, ça veut dire qu'on est quand même dans une situation où le rapport de force est totalement asymétrique entre la droite et l'extrême droite, où on voit bien que les digues sont en train de tomber les unes après les autres. Le pari de Zemmour, ce n'est pas d'être élu président de la République. Il a d'ailleurs dit, on l'explique très bien dans le bouquin, c'est l'union des droites. Et donc demain, il sait que Mme Le Pen ne fera pas une 4e campagne. Et donc, il aura à ses côtés, éventuellement, il pourra construire cette union des droites qui est tant désirée depuis les années 60, avec des gens comme Wauquiez ou comme Marion Maréchal et Ciotti et ces gens-là. Tu parlais des valeurs, et je crois qu'il y a une chose sur laquelle les écolos n'ont jamais dévié, c'est ces valeurs. Absolument. Et je vois sur le chat, là, un petit hommage, qui t'est rendu, et bon notamment grand respect, parce que c'est quand même toi qui as célébré le premier mariage entre deux hommes. Oui, d'ailleurs, il y a un petit jeu qui a été lancé pour savoir en quelle année c'était. Moi, je me rappelle, j'étais jeune écologiste, et d'ailleurs, on avait, 2004. Les jeunes écologistes, refait des mariages si comme vous ça. Trouvez, je vous offre mon bouquin. Alors, je vais vous dire... Lequel ? C'est plusieurs bouquins. Je vais vous dire quand c'était le 5 juin 2004, à Bègle. Voilà, ça fait partie du combat des écologistes, ce que ne savent pas beaucoup de gens. Longtemps, on a été cantonné dans la défense de l'environnement et on a été réduit à ce périmètre. Sauf que toute l'histoire de l'écologie, depuis le 19e siècle, de Henri-David Thoreau, le père de la désobéissance civile, en passant par Élisée Reclus, que l'on redécouvre aujourd'hui, et bien d'autres, Illich, Ellul, Charbonneau, Gors, Murray-Bookchin, toute cette tradition qui ne s'est jamais interrompue, sont des hommes, il y a aussi des femmes qui ont contribué à l'évolution de la pensée écolo. C'est une pensée qui était toujours liée à la question sociale, à la question des droits. Et d'ailleurs, quand j'ai marié ces deux hommes le 5 juin 2004, il y avait au Parlement européen un groupe vert qui a été coprésidé notamment par Claudia Roth, qui est devenue après présidente du Bundestag, et elle était chargée d'un rapport qui était bien avant 2004,
justement sur l'égalité des droits. Et dans le rapport qu'elle avait rédigé figurait le mariage de personnes de même sexe. Donc c'est vrai que les écologistes, ils s'inscrivent dans cette logique de l'égalité des droits, de la lutte contre tout ce qui peut porter atteinte à notre dignité. Quand on parle d'Henri David Thoreau, on parle beaucoup de l'environnement, mais on ne dit pas qu'avec sa mère et avec sa sœur, il était un agent très actif d'un mouvement américain qui s'appelait le Underground Railroad, qui était un mouvement qui aidait les esclaves qui fuyaient les plantations et qui les aidait à passer au Canada. Donc, c'est dans cette filiation que nous nous inscrivons tous, et moi avant vous et vous maintenant. Et je pense qu'il est important de le dire et d'arrêter d'enfoncer un coin dans cette simplification à laquelle se livrent nos adversaires, car nous avons des ennemis déterminés, qui consiste à faire croire que nous n'aurions rien à dire sur le social, rien à dire sur les questions de sécurité, rien à dire sur ce qu'on appelle le régalien, qui est une manière d'ailleurs de couvrir l'incapacité des propositions qui sont faites, rien à dire sur l'immigration. Mais bien sûr que nous avons beaucoup de choses à dire, et nous les avons déjà dites, mais il faut que ça entre. Et pour Yannick, la difficulté, c'est de s'engouffrer dans la brèche. Moi, je trouve que c'est très bien sa sortie au Parlement européen. Elle a naturellement été critiquée par l'ensemble des journalistes. Il fallait s'y attendre. Mais c'est une manière d'abord, c'est une manière de dire que c'est quand même incroyable que dans ce pays, la France, qui se veut une démocratie, on soit obligé d'aller au Parlement européen pour débattre avec le président de la République, qui profite de son statut jusqu'au bout, jusqu'à épuisement, pour ne pas débattre avec les autres candidats. Ça, c'est un affaiblissement de la démocratie, c'est un rétrécissement de la démocratie. Et je pense que Yannick et son équipe devraient s'inspirer de cet événement pour en produire d'autres, provoquer du débat, ne pas avoir peur de se faire cogner, mais aller là où les problèmes se posent. Et il y en a plein, il n'y a pas que les questions d'énergie, bien sûr qu'elles sont importantes, et Anne-Claire en a très bien parlé tout à l'heure, mais quand je vois que l'on donne tant de place à des discours sur l'immigration qui sont des discours... Enfin, vous êtes, toute cette génération qui nous regarde, là, vous êtes nés dans l'Europe, vous étiez bébé quand en 1989, le mur de Berlin est tombé. Et depuis 1989, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe ne s'est pas du tout organisée pour être une puissance politique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit des murs, elle construit des barbelés, elle empêche ceux qui fuient les conflits, qui fuient la misère, d'être accueillis dans des conditions acceptables par l'Europe. Ce n'est pas normal que la France soit le gendarme de la Grande-Bretagne à Calais, avec les conditions que l'on connaît. L'Europe, si elle sert à quelque chose, qu'elle s'organise, qu'elle soit solidaire pour accueillir dans des conditions décentes ces quelques centaines de milliers de migrants. Et ce sera compliqué demain. Parce que demain, comme le dit la Banque mondiale, il y aura 250 millions de réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer de régler ces crises de manière autoritaire, ou est-ce qu'on va le faire de manière démocratique? Et si on parle de la pandémie, si on parle de... Vous savez, Attends, je voulais parce que tu as cité très rapidement Murray Bookchin, et à chaque fois je pense à l'écologie ou la barbarie. Et là, c'est un peu ça. En gros, il y a les personnes, les barbares, c'est celles et ceux qui disent quand un gamin meurt dans la Méditerranée, c'est pas grave. Ça, pour moi, c'est les barbares. Et l'écologie offre un avenir positif. Tu as mentionné Oxfam, alors je ne sais pas comment ça s'est fait, mais Cécile Duflot vient d'arriver, elle te salue. Ah, très bien. On la salue, elle est là, voilà, elle est très efficace. Elle est sur le chat. Directrice d'Oxfam, on mentionne Oxfam, boum, elle arrive, elle salue Noël Mamère. Je la salue aussi, et je pense qu'à la direction d'Oxfam, elle fait un boulot formidable. Elle a écrit une très belle tribune dans Le Monde d'hier avec Lucas Choncel, qui est aussi un grand spécialiste de l'Observatoire des migrations et des populations, et ce qu'elle dit est effrayant, et elle montre très bien que contrairement à ce que disent aujourd'hui ceux qui se réfugient dans la simplification selon laquelle il y aurait d'un côté ce qu'ils appellent le camp de la raison et de l'autre côté les wokistes. Attendez, la tenaille identitaire qu'on dénonce entre l'extrême droite et les wokistes, c'est du bidon ça. La vraie tenaille, c'est la tenaille entre les super riches qui se sont encore enrichis et qui sont un infime pourcentage
qui se sont enrichis, d'après ce que dit Cécile, de plus de Et Oxfam. 32%, et les plus pauvres qui se sont encore appauvris. Donc l'écologie, elle n'est pas au service de ceux qui sont enrichis, elle est au service de ceux qui sont les plus vulnérables. Anne-Claire, tout à l'heure, a parlé de l'obésité, du diabète, qui sont les marqueurs principaux de la pauvreté dans ce pays, qui sont liés à la malbouffe. Il faut arrêter de dire qu'on est de l'écologie punitive. Quand on propose de sortir de la malbouffe, c'est d'abord sortir des gens qui coûtent cher à la société parce qu'il faut les soigner, qui sont malades, et c'est entrer dans une autre logique de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Ça n'a rien de punitif. Quand on sait que 50 000 personnes meurent prématurément chaque année en France à cause de la pollution de l'air, c'est pas du tout punitif que d'essayer de dire qu'on pourrait travailler d'une autre manière sur les mobilités et ne pas se contenter, comme on le fait depuis 40 ans, de construire du logement social près des périphes, ou comme par exemple près de bombes. Je me souviens qu'en 2002, je ne vais pas faire l'ancien combattant, on a commencé la campagne présidentielle à AZF. Eh oui. Qu'est-ce qui a été construit à côté d'AZF? La cité du Mirail. Qu'est-ce qui a été construit à côté de Lubrizol? Du logement social. Donc la question il faut rabâcher, répéter que les victimes d'injustice sociale sont les premières victimes d'injustice environnementale. Ce qu'on appelle la double peine. Merci Noël, et on salue le travail d'Oxfam en particulier, Cécile Duflot aussi. Tu es la bienvenue pour une prochaine émission de Baron Vert, évidemment. Tu parlais de 2002, alors tu me dis si ça t'embête. On me parle, oui, mais évidemment. Attends, laisse-moi poser la question. Mais tu as le droit de partir sur toute autre chose, comme tu sais faire, et de ne pas répondre. Mais là, tu développes en gros l'idée, si je ne me trompe pas, qu'il y a des destructeurs, des gens qui ont fait sécession, qui sont très très loin, c'est les plus riches, qui sont très très loin du commun des mortels, et des pouvoirs publics qui sont complètement utopistes à imaginer que ça puisse continuer longtemps comme ça, quand, tu vas voir où je vais en venir, les écologistes écoutent la science, proposent des solutions efficaces, pragmatiques, immédiates pour lutter contre l'obésité ou contre le dérèglement climatique. Yannick Jadot, par exemple, disait hier qu'il a fait une super émission sur C'est à vous. Il disait que le pragmatisme, quand on veut agir pour la paix, c'est de commencer par arrêter de vendre des armes aux poudrières, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Bref, écouter la science, raisonner de manière pragmatique, anticiper, prévenir. Tu parlais de 2002. Ton affiche. Alors, il y en a deux. Mais la première, c'est Les pieds sur terre. Oui, ça rimait avec ma mère. Oui, merci. Et 20 ans plus tard, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est une bande dessinée, Les Terrestres. Pour toi, donc, il y a un fil conducteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Cette super BD sur... Oui, enfin, elle est super parce qu'il y a une formidable dessinatrice qui s'appelle Raphaël Macaron, qui est très talentueuse. Qu'est-ce qu'il est fort. Et on est allé dans ces écolieux. On a commencé d'ailleurs par Notre-Dame-des-Landes, que je considère comme matriciel et très intéressant, parce que contrairement à beaucoup d'autres écolieux qui se créent tous les jours ici en Europe, il n'est pas homogène socialement. Ah oui. Donc il y a plusieurs milieux sociaux qui viennent et qui font ensemble l'apprentissage de la liberté, de la démocratie, l'échange des savoirs, et c'est tout le contraire de ce que tu viens de dire, de cette forme de sécession, c'est tout le contraire du survivalisme. Et pourquoi je l'ai appelé Les Terrestres et pourquoi ça s'appelait Les Pieds sur Terre? Alors Les Pieds sur Terre, à l'époque, on ne connaissait pas bien 2002. La pensée de Bruno Latour n'était pas encore entrée dans l'espace public, mais j'ai appelé la BD Les Terrestres par référence directe et explicite à son livre qui s'appelle Où atterrir, dans lequel il explique que nous vivons comme des terriens, donc selon le principe cartésien de se comporter comme maître et possesseur de la nature, ne tenant pas compte de ce qu'il appelle notre entourage, et de ce que le philosophe Baptiste Morisot appelle le monde des vivants, et que vivre comme des terrestres, c'est vivre en tenant compte de cet entourage des humains et des non-humains, et comprendre que nous ne sommes qu'une composante du monde des vivants, que nous n'en sommes qu'un maillon, mais un maillon qui a une puissance énorme par rapport à l'ensemble du monde vivant dans la planète, et c'est précisément pour ça qu'aujourd'hui, cette pensée qui consiste à donner de l'humilité à l'humanité
et à essayer de réduire son pouvoir destructeur et l'enjeu devant lequel on se trouve aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'au fond, nous sommes en train de découvrir des cultures que nous avons ignorées, méprisées, colonisées, celle des peuples premiers, celle des peuples premiers qui se considèrent comme une composante de la nature. Ils nous apprennent ce qu'on n'a pas voulu voir à force d'avoir un regard de colonisateur et occidental sur le monde. Donc je pense que c'est très important de reconsidérer notre place dans le monde des vivants. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas croire qu'on y arrivera du jour au lendemain. Comme l'a écrit un sociologue que j'aime beaucoup, parce qu'il est très critique et très intéressant, qui s'appelle Razmig Kecheyan. Il a écrit un très bon livre qui s'appelle « La nature est un champ de bataille ». Il faut dire à nos copains que l'écologie, c'est un champ de bataille. Ce n'est pas les bisounours. Ne croyez pas que l'écologie, ça peut réunir tout le monde. Ne croyez pas au baratin selon lequel l'écologie peut habiter à droite comme à gauche. Ce n'est pas vrai. L'écologie, c'est la redistribution, c'est la tolérance, c'est la lutte contre les discriminations, c'est le respect des minorités, c'est le partage, c'est la conception selon laquelle nous n'avons qu'un seul monde, c'est donc la solidarité plutôt que la compétition. Et donc il y a aujourd'hui des gens qui veulent maintenir le statu quo du libéralisme et qui nous voient, parce qu'on prend de plus en plus d'importance dans la société, qui nous voient comme des adversaires qu'il faut terrasser. Ce qui explique d'ailleurs la manière dont sont tombés dessus, comme la vérole sur le bas clergé breton, les journalistes et quelques politiques sur les maires écolos, quand ils faisaient des déclarations, qu'on disait maladroites, qu'ils aillent voir ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est beaucoup de choses qui sont en train de transformer la vie des grandes villes. Donc je crois qu'il faut qu'on explique bien que l'écologie, c'est pas ce qui arrive une fois qu'on a tout. L'écologie, c'est un outil de lutte contre les inégalités. Et l'écologie, le système aujourd'hui qui est punitif, c'est le système actuel. Celui qui détruit, celui qui pollue, celui qui fait de l'extractivisme, celui qui ne partage pas, celui qui crée des inégalités, celui qui nous empoisonne. C'est celui-là le système punitif. L'écologie, c'est un outil d'émancipation. Mais nous ne prétendons pas, en tout cas pas moi, apporter nos réponses tout seul. C'est pour ça qu'il faut essayer de rassembler, de se dire que nous ne sommes pas nés comme ça, une génération spontanée, mais que nous avons aussi des héritages, qui ne sont pas simplement des héritages de la pensée écologique, mais des héritages de la pensée sociale. Je pense en particulier au solidarisme de Léon Bourgeois. Voilà, c'est intéressant. C'est comme ça qu'on arrivera à faire une république écologique. J'enchaîne sur la deuxième affiche de cette campagne de 2002. Ah oui. L'écologie pour choisir sa vie. Je pense qu'évidemment, Yannick Jadot utilise beaucoup le terme de pouvoir de vivre. Oui, en il a raison, référence Yannick, bien sûr. au pacte du pouvoir de vivre, CFDT, Fondation Abbé Pierre, tous ces instruments de solidarité, de justice sociale, de dignité. Mais déjà en 2002, l'écologie pour choisir sa vie. Oui, donc il y a un aspect très démocratique, ça fait partie d'émancipation. Ça fait partie de ce qu'on revendiquait avec un certain nombre de nos copains chez les Verts, c'est la question de l'autonomie, du commun et du cosmopolitisme, qui sont les trois leviers d'une pensée écologique qui s'inscrit à la fois dans le local et dans l'international, d'ailleurs qu'on voit se prospérer avec les marches pour le climat et avec cette sorte d'international écologique qui est en train de se créer dans le monde. Quand Greta Thunberg se lève en Suède, en même temps en Ouganda et dans d'autres pays se lèvent d'autres jeunes femmes, surtout des jeunes femmes d'ailleurs, ce qui est très intéressant pour revendiquer cette question du monde solidaire. Alors choisir sa vie aujourd'hui, ça prend un sens un peu différent parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui peuvent choisir leur vie, qui ont ce luxe de pouvoir choisir leur vie encore, ceux qui sont dedans, et puis ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui n'ont pas la possibilité de choisir leur vie, auxquels une vie est imposée. Une vie de précaire, une vie de, comme Anne-Claire le disait tout à l'heure, de ce qu'on appelle les premiers de corvée, une vie, regardez ce qui se passe dans les EHPAD et dans le secteur social, où c'est extrêmement compliqué, une vie des profs qui sont méprisés. C'est tout cela qui n'ont pas... Et en dessous d'eux, il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité de choisir leur vie. Et c'est ça qu'il faut rétablir. En tout cas, donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir choisir sa vie. Et ça pose la question d'une écologie qui est l'antidote du libéralisme, qui choisit
promotion individuelle, alors que nous, quand nous disons choisir sa vie, c'est choisir sa vie ensemble. Ah oui. C'est avoir le sentiment, dire que nous avons un destin commun. Et comment le construisons-nous ensemble? En y associant tous. Ça fait d'ailleurs écho à un des commentaires là, qui était en résumé, le système punitif, c'est le capitalisme. Oui, je crois que c'est le message qu'il faut passer et c'est un peu le message de cette campagne. Il y a quelques débats aussi sur la science, les sciences, la science, les écologistes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Julien quand on dit on écoute la science. Oui, on écoute la science, d'accord. Mais il faut toujours mettre en doute. Moi, je suis girondin et je suis du pays de Montaigne. Et Montaigne... Il était le promoteur de ce qu'on appelle le doute sceptique. Que sais-je? J'ai été journaliste. Et je pense que le lien entre le journalisme et la politique devrait être le doute. On a vu trop de responsables politiques et trop de systèmes qui nous ont dit « je vais vous apporter la vérité ». La vérité, ça a donné les systèmes totalitaires soviétiques et ça donne des dictatures. Donc un homme politique comme un journaliste... ils doivent savoir faire partager leurs doutes. Et on doit douter de la science. La science, elle est là comme un outil à notre service, mais elle n'est pas là pour conduire, elle n'est pas là pour décider à notre place. Je crois que tu le disais. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Science Citoyenne qui le dit très bien depuis longtemps. Je crois qu'avant l'émission, tu parlais aussi de la place du débat démocratique. Là-dedans, on voit, et puis la place, moi je trouve ce qui est important, la place des universitaires, la place des journalistes, du débat démocratique. On a vu Frédéric Vidal l'année dernière qui commençait à faire une chasse aux sorcières dans l'université, ce qui me semble très très dangereux et presque les prémices de ce qu'on peut appeler parfois des États totalitaires, ou même carrément. Alors je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas ce qu'elle a dit, Madame Vidal, ce qu'ont dit ses copains, y compris Blanquer. D'ailleurs j'ai été ravi de voir Jean-Michel Blanquer tout à l'heure sous la figure de Nour. D'ailleurs ce que vous avez fait, c'est vachement bien et ça montre que les écologistes ont de l'humour. C'est comme l'a dit très bien Nour, c'est dans une tradition qui a été inventée par les anglo-saxons il y a très longtemps, et c'est très bien de faire des happenings comme ça. Mais en effet, quand Jean-Michel Blanquer, sur le budget de l'éducation nationale, organise pendant 2 jours à la Sorbonne, qui offre gratuitement ses locaux pour faire venir, pour organiser un colloque qui n'a rien d'universitaire, puisqu'il est organisé par le Collège de philosophie, qui n'a rien à voir avec le Collège international de philosophie de Derrida et de Deleuze, de l'Observatoire du décolonialisme. Il y avait quelques universitaires à la retraite, mais il a dépensé de l'argent pour essayer de stigmatiser toute une génération qui est éveillée, oui, qui est woke, oui, qui est éveillée aux questions des minorités, des discriminations, du genre, du bouleversement climatique, et tant mieux. Mais ça prouve quand même une certaine faiblesse, une forme d'impensée politique. Alors, en 2017, c'est Macron qui s'y est engouffré, et puis aujourd'hui, c'est la place laissée à l'extrême, à la droitisation extrême du débat public, avec cette incapacité d'organiser en effet un débat contradictoire, je parlais comme un pédant, d'introduire de la complexité dans le débat. Et ça, c'est un devoir qu'on a vis-à-vis des citoyens. Notre boulot, c'est pas de favoriser l'ignorance, c'est pas de les éteindre, c'est de leur apporter des éclairages pour qu'ils puissent prendre une décision démocratique. Ça, c'est compliqué. Et ça, les écologistes, je crois que c'est une des fiertés, je pense, d'être écologiste, c'est de ne jamais avoir cédé à la simplification et d'avoir toujours été approfondi ces sujets. On dit toujours que c'est des sujets sur lesquels on ne nous entend pas. C'est juste qu'en fait, on les a approfondis et qu'on refuse de les simplifier. Absolument, mais comme dans un monde qui est victime de 3 poisons, qui sont la simplification, la dictature de l'instant et la tyrannie de l'émotion, c'est compliqué. Justement, on n'a plus le temps. C'est compliqué. Alors, on n'a plus le temps, c'est je plaisante. Merci Noël. Il y a quelqu'un qui explique... Qui dit quoi? Quand je serai grand, je voudrais être Noël, ma mère. Voilà. Comme c'est gentil ça. On salue. Si vous en voulez encore, parce qu'évidemment, on a dû ramasser, on n'a pas pu aborder tous les sujets. Non seulement tu es le bienvenu, mais je recommande La vie de ma mère. C'est un podcast, vous aurez compris le jeu de mots. C'est un bonheur d'entendre Noël, ma mère. Je ne suis pas en psychanalyse. Mais... c'est un bonheur d'entendre Noël, ma mère et les différentes personnes toutes plus inspirantes
les unes que les autres qu'il Oui, convoque, alors, avec là, on qui il n'entend échange. pas beaucoup. Je me mets au service de ceux qui ont une pensée critique sur la société, qui nous apprennent des choses. Voilà. Bah, écoute, ça a été dit, mais tes différents combats, ton action et cette pensée que tu livres nous inspirent. Merci beaucoup, Julien et Merci, Anne-Claire. Noël. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Et à très bientôt. Ma première élection, j'ai voté Noël ma mère. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. En 2062, hâte de voir Jadot nous raconter la victoire de 2022 sur un plateau Twitch, ou alors peut-être qu'il y aura d'autres outils plus tard. Est-ce que maintenant on a une nouvelle invitée On a une nouvelle qui est invitée. avec nous? Je crois qu'il y a un jingle. Le voilà, que vous ne voyez pas sur votre écran. Et donc justement, on accueille Charlotte Soulary. Bienvenue. Bonsoir. La directrice projet, la responsable C'est ça. du projet dans l'équipe de campagne. Donc là, on est, si vous ne le savez pas, sur la chaîne de Twitch de Yannick Jadot, dans les locaux de campagne de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Et tu es en train de mettre la dernière main au projet. Non pas que tu l'improvises, parce que tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est construit. Mais c'est samedi, le grand moment. C'est ça. C'est le moment de mettre le sel et le poivre dans la recette. Alors C'est dis-nous, un peu la fin. explique-nous comment ça se prépare. Qu'est-ce que c'est le pôle projet et comment on prépare un projet présidentiel, rien que ça, pour changer la vie. Alors déjà, on part pas de zéro. Heureusement, vous connaissez l'image du bateau terre. On sait, on est un grand bateau, on connaît l'horizon, on sait où on veut aller. Ça, c'est Noël ma mère l'a très bien rappelé. On le sait depuis longtemps, nous les écologistes. On le sait d'autant plus depuis qu'on a mené une primaire l'année dernière, qu'on a menée grâce à un socle programmatique qui a été élaboré par les différents partis politiques qui ont participé à la primaire. Et Yannick Jadot, en tant que candidat de la primaire, déjà, c'est le premier étage là, du bateau, du grand bateau qui sera notre projet, à partir duquel on a travaillé. Donc on connaît l'horizon, maintenant il faut savoir comment on va naviguer jusque-là, il faut identifier le chemin, les routes à prendre, etc. Et pour ça, on a travaillé donc, depuis le lendemain de la primaire, octobre. Donc ça, c'était fin septembre, octobre. Ouais. Voilà, donc octobre, novembre, décembre, on a travaillé avec des groupes d'expertes et d'experts. Il y a 14 groupes, à peu près 200 personnes, des personnes qui... en fait, sont depuis la haute administration à des personnes engagées dans des entreprises, par exemple, de la transition écologique, des personnes qui travaillent dans des associations. Sur des groupes thématiques, culture Voilà, alimentation. culture, transport, Ah oui. énergie, agriculture, alimentation, égalité femmes-hommes, etc., politique étrangère. Etc., etc. Donc ces groupes-là, ils ont approfondi le projet, les mesures prioritaires de ce socle. Ils les ont approfondis pour en fait, bien identifier qu'est-ce qu'on est capable de faire en 5 ans. Parce que contrairement à d'autres, on a un projet qui se veut réaliste et faisable. C'est-à-dire qu'on a un projet, une fois qu'Yannick Jadot sera élu, en fait, ça sera la feuille de route de son gouvernement. Et pour ça, il faut savoir ce qu'on est capable de faire en 5 ans, combien ça va nous coûter. Donc on avait sur le dans les chiffrage, 14 ça, groupes. c'est un vrai sujet à chaque fois. Alors dans les 14 groupes, bon, comme 13, ça porte malheur, on a rajouté un 14e qui est en fait une cellule chiffrage. Chiffrage, ça veut dire combien coûte telle mesure Combien ça dans le coûte budget et combien global. ça rapporte. Et combien ça rapporte. Parce que T'as un des exemple mesures comme l'ISF climatique, Il faut que tu qui a nous dises ce que été, c'est. qui vise, c'est un déjà, enfin, c'est remettre un ISF et en fait taxer plus, un système de bonus-malus, donc qui fait que les activités, la fortune issue de la pollution, elle va être plus taxée que la fortune issue d'activités génératrices de transition, d'activités sobres ou juste pour la planète. Mais Yannick Jadot l'explique vachement mieux que moi, ce truc-là. Non, mais on Ce qui est remet, sûr, c'est on remet que- un impôt sur les plus Ce riches. qui est sûr, c'est que ça et rapporte on un peu module d'argent. en fonction de la pollution, des CO2, Ouais, c'est ça. des émissions de gaz à Taxe effet de les serre. activités Voilà. polluantes. Et ça, tu dis, ça rapporte. Voilà, et il y a d'autres mesures qui coûtent, par exemple augmenter le SMIC, par exemple investir dans la transition énergétique. On sait que ça coûte de l'argent, surtout quand on doit aussi réparer les dégâts du passé. On ne peut pas se permettre, on veut sortir du nucléaire, mais ça ne signifie pas arrêter d'investir, puisqu'il faut quand même maintenir le temps de fermer les centrales, il faut quand même s'assurer qu'elles ne vont pas exploser. Donc tout ça, c'est des calculs qu'il faut faire. Et puis tu as des mesures. Sur ce qu'on est capable de faire sur le court terme, combien ça coûte, combien ça rapporte, et est-ce que tout ça c'est équilibré. Tu as des mesures hybrides. Si tu
permet, Noël, ma mère en parlait, de lutter contre l'obésité, par exemple avec la TVA à 0 sur le bio ou avec la sécurité sociale alimentaire. Ça fait aussi des dépenses de santé évitées. Pareil avec la rénovation thermique. Ça, vous prenez de en compte façon indirecte. Ouais. Voilà. Bah, on essaye de prendre en compte à la fois les impacts directs, immédiats, et puis les impacts indirects d'un peu plus long terme en général, donc qui sont rarement visibles quand tu as une politique de très court terme, mais qui font justement que nous, on cherche à réinstaurer du temps long dans la politique et dans le futur gouvernement ne va pas se concentrer sur le PIB. Le futur Parlement ne va pas se concentrer sur le PIB, mais sur un certain nombre d'indicateurs alternatifs qui permettent de juger du bien-être d'une société, puisque c'est ça qu'on cherche à atteindre, cet horizon-là qu'on cherche à atteindre. Donc il y a à la fois des mesures très sectorielles et puis des choses qu'il faut aussi transformer dans notre façon de planifier, notre façon de gérer au quotidien, et donc notre façon de dépenser le budget de l'État. Oui, c'est Al Gore qui disait il y a un coût dans l'investissement contre le dérèglement climatique, mais qui est infiniment inférieur au coût de l'inaction. Là, il y a des coûts à venir. C'est ça. Peut-être une petite question sur un combat qui te tient à cœur, le féminisme, l'écoféminisme. D'ailleurs, tu as publié un livre il n'y a pas longtemps, un très bon livre. Peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelle est la mesure en termes d'écoféminisme qu'il faut retenir de ce programme ? Alors, c'est toujours la difficulté, puisque l'écoféminisme, c'est justement la dénonciation d'un système. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un retard immense en matière de lutte contre les violences subies par les femmes. Et pour moi, ça, c'est la priorité numéro 1. C'est de réinvestir de l'argent pour permettre aux femmes victimes de violences d'être accompagnées, d'être aidées, et surtout de lutter d'en finir avec cette impunité. Et notamment, une mesure qui est vraiment importante pour moi, c'est l'accueil, la faciliter le dépôt de plainte. Donc l'accueil en commissariat, des lieux dédiés dans tous les commissariats, et aussi de généraliser des lieux où on puisse déposer plainte en dehors des commissariats, notamment dans les hôpitaux. Ça se fait déjà dans pas mal d'hôpitaux. Il faut absolument généraliser ce genre de choses. Ouais. Parce qu'on sait que les femmes qui ont pu être victimes d'un trauma, d'une violence, hésitent à aller au commissariat. C'est ça, concrètement. Elles hésitent à aller au commissariat parce qu'elles risquent d'être moquées, parce que leur plainte risque même de leur être refusée. On l'a beaucoup vu avec les associations, notamment le mouvement Paye ta plainte avait fait émerger beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et c'est extrêmement difficile de faire ce chemin-là. Donc c'est le rôle de la puissance publique de garantir le droit à déposer plainte, de garantir d'en finir avec cette impunité. Et c'est le seul moyen pour que les violences cessent, c'est qu'elles soient punies. D'accord. Peut-être il y a des avancées quand même sur ce sujet-là et peut-être rendre hommage à Emmanuelle Pierre-Marie, la maire écologiste du 12e, qui a justement mis en place des personnes, des travailleurs sociaux qui sont là, qui peuvent accompagner dans le dépôt des plaintes et des psys. Et alors justement, c'est important parce que après avoir travaillé avec ces groupes d'experts et d'expertes, on a beaucoup travaillé aussi avec nos élus. Toutes les personnes les élus locaux et locales, à la fois dans les grandes villes, mais aussi dans des petites communes rurales, nos parlementaires aussi, qui ont en fait expérimenté des choses, poussé des choses, et qui nous ont montré ce chemin. Donc c'est aussi de tout ça que ce projet est né, bientôt né, dans 3 jours. Alors on va continuer, mais j'en profite pour faire la promotion de ton livre. On l'a demandé dans le chat, donc je le dis, Le féminisme pour sauver la planète, qui est sorti mi-septembre, début octobre. Ouais, entre la primaire et... Je ne sais pas où tu trouves l'énergie et le temps de tout faire. Ça me fait rebondir sur une autre question. Est-ce qu'on aborde le congé parental ? Évidemment. Parce qu'on salue Jérôme Poirier, j'espère qu'il n'est pas devant son écran, mais il vient d'accueillir un petit Lucien avec sa compagne. Mélissa Camara aussi, dans la campagne avec sa compagne, mais je ne connais pas le prénom de l'enfant. En tout cas, vendredi, Louison, voilà, coucou. Normalement, vous n'êtes pas devant le Twitch. Comment ça se passe pour le congé parental version Yannick Jadot ? Là-dessus, c'est... Alors, la version Yannick Jadot, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus, il le dira samedi. Ah ouais, mais la logique, vous la connaissez, c'est qu'il faut un congé de même durée pour les 2 parents. C'est le seul moyen, d'abord, de permettre aux femmes de se remettre d'un accouchement, de démarrer l'accueil de l'enfant dans les meilleures conditions, et aussi d'arrêter ce que les congés maternité impactent la vie professionnelle des femmes. Puisqu'on sait très bien que
de retour de congé maternité, qu'on ne retrouve pas forcément le poste avec le niveau de responsabilité égal à son collègue masculin, etc. Donc c'est une mesure essentielle pour favoriser l'égalité salariale et pour permettre aussi le meilleur accueil possible pour l'enfant. Et que les papas s'impliquent quand c'est un couple hétéro, par exemple. Évidemment, évidemment. Et donc c'est plusieurs mois, tu ne peux pas nous dire combien, c'est ça? C'est secret. Vous verrez ça samedi. Mais En espérant qu'il en parle. Qu'est-ce qui sort samedi? Ce jour-là. Dis-nous qu'est-ce qui sort samedi, justement. Après, ça fait, Alors samedi, il présentera les mesures principales de ce projet, sachant que c'est un projet, par définition, c'est quelque chose qui est extrêmement complet, qui est itératif, qui ne s'arrête jamais finalement. On passe notre temps à avancer pour préparer ce que seront les 5 ans qui vont commencer à partir d'avril. Mais il y a des mesures prioritaires, des mesures sur lesquelles on veut particulièrement insister dans cette campagne, parce qu'elles reflètent ce qu'est pour nous le logiciel écolo, ce qu'est la société écologique juste qu'on cherche à faire aboutir en 5 ans, qui est extrêmement court comme période vu l'ampleur de la transition qu'on doit mener et qu'on veut mener. Ouais, donc c'est vraiment l'arbitrage entre il faut vraiment changer la vie et puis que ça... Par quelle étape on passe pour le faire? D'accord. Qu'est-ce qui est les mesures déclic ou basculantes comme d'autres ont pu dire? Donc ça c'est samedi 14h à Lyon. C'est ça. Puis il sera et à Lyon et puis un peu partout en France. Est-ce que tu sais, il y en a qui t'aient posé la question dans le chat si c'était retransmis à la télé, tu sais, si BFM ou LCI ou... J'espère. Oui, c'est organisé. Ça J'espère. sera évidemment en ligne également. Et il y aura aussi, ça je crois, je peux le dévoiler, un vrai point d'appui sur les réalisations des maires. Ce que peuvent faire Jeanne Barzéguian à Strasbourg ou Grégory Doucet à Lyon ou Léonore Mauconduit. Et l'idée du projet, c'est d'emmener ça beaucoup plus loin. Imaginez ce qu'on peut faire avec la puissance publique, avec un chef d'État, avec un chef de gouvernement, quand on est déjà capable de faire autant de choses dans des villes, dans des métropoles et même dans des zones rurales. Donc oui, il faut. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. On s'est inspiré et on est parti de ce qu'ont été en mesure de faire nos élus au niveau local, notamment. Et de ce qu'ont été en mesure de faire de façon expérimentale énormément d'acteurs de la société civile aussi organisés. J'en ai pas parlé là, mais on a aussi beaucoup échangé avec des associations, avec des syndicats, avec des entreprises aussi coopératives par exemple, qui ont fait émerger des choses déjà de façon expérimentale. Et là, ce dont on parle, c'est d'avoir la capacité de le faire au niveau national avec les moyens de la puissance publique. Il y avait des questions sur la Convention citoyenne, plus exactement sur le recours à la Convention, à cette méthode démocratique. On peut dire qu'on s'est beaucoup inspiré ou que vous vous êtes beaucoup inspiré de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que les aspects démocratie participative sont dans le projet? Ne me dis pas que non, parce que sinon je suis un peu embêté. Évidemment. Évidemment. La société écolo, c'est une société plus démocratique. C'est un petit peu le seul moyen de faire aboutir la transition, c'est de démocratiser énormément de décisions qui sont aujourd'hui prises de façon beaucoup trop solitaire au sommet de l'État. Le détail, c'est pareil, ça sera pour samedi. Teasing. Mais évidemment que ça fait partie du projet. Du coup, l'enseignement à tirer, c'est que les écolos ont gagné des villes, on a fait avancer nos combats et ça arrive en action. Et bientôt, l'idée, c'est de continuer jusqu'à l'Élysée et on aura toutes les propositions samedi alors. C'est ça. Donc rendez-vous samedi. Ah oui, c'est un petit peu comme un accouchement pour moi, donc j'ai hâte que ça sorte. Très bien. Et pas de dépression post-perte. Et je veux bien le congé parental. Ah oui. Bon, merci Charlotte Soulary, donc, qui est autrice de l'écoféminisme pour sauver la planète, directrice du pôle projet, en lien évidemment avec Sophie Taillé-Polian, sénatrice, ou François Thiollet, qui est délégué du projet pour Europe Écologie Vert, et puis avec toute une équipe, on salue Axel Gilbert et tous les autres. Bravo, et on a hâte de voir ce que ça donne samedi. Merci Charlotte. Merci Charlotte. Bon, on arrive à la fin, je crois. Ah oui, en effet. Je vais regarder un petit peu ce que l'on dit. Est-ce qu'il nous reste... Alors, nous, on va arriver à la fin. Merci Anne-Claire Boux, adjointe à la ville de Paris en charge des politiques de la ville
et de la promesse républicaine. Merci Julien aussi pour cette émission. C'était un peu improvisé. Moi, c'est ma première sur Twitch ce soir, la barre est haut avec Sandra. Et du coup, c'était au pied levé, mais c'était un plaisir d'être avec vous ce soir, d'être avec toi Julien et bien sûr avec Noël, Charlotte et Nour, notre sosie de Blanquer. Et donc vraiment, c'est une super idée cette chaîne Twitch et j'espère que grâce à ça, on va pouvoir faire grossir l'écologie, que derrière l'écran, tous ceux qui sont derrière l'écran, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler à vos amis, à faire venir de plus en plus de monde sur Twitch, sur tous les réseaux, s'inscrire sur le site lesécologistes2022.fr, c'est ça le nom du site? Et jadot2022.fr. Voilà, parce que en fait, les élections européennes, c'était 3 millions de voix. Et pour passer au premier tour de la présidentielle, il nous faut 8-9 millions de voix. Un peu moins, 7-8 millions. 7-8 millions de voix, donc ça veut dire que si chacune va convaincre 2-3 personnes de voter pour Yannick Jadot, on est au deuxième tour et on a toutes nos chances d'arriver à l'Élysée. Voilà. Bon, on n'aurait pas pu deviner que c'était ta première sur Twitch et on n'aurait pas pu deviner que tu as effectivement volé au secours de la campagne pour remplacer au pied levé Sandra Regol. On lui souhaite de se remettre, Sandra. Moi, je suis heureux parce que ce soir, on a parlé, je crois qu'on a plusieurs fois illustré le lien inégalité sociale, inégalité environnementale. Tu l'as dit, hein, c'est dans ton mandat. Noël, ma mère, est évidemment revenue dessus. On a aussi à chaque fois fait le lien avec la démocratie, que ce soit sur les débats énergétiques, sur le fait que ces décisions importantes pour la survie de l'humanité, en fait, on doit les prendre de manière démocratique. C'est même revenu dans le chat. Si on a pu répondre à quelques questions, c'est heureux, je m'en réjouis. C'est la chaîne Twitch de Yannick Jadot, de la campagne. Ça continue demain à 19h avec Sandrine Rousseau qui vous accueille et qui vous réserve quelques surprises. Je ne vais pas tout dévoiler. Et comme c'est la tradition, alors d'abord, vous vous inscrivez sur jadot2022.fr pour recevoir toutes les infos parce qu'en fait, on a besoin de vous, comme l'a dit Anne-Claire Boux, on a besoin de vous pour l'emporter. C'est bien ça l'enjeu. C'est maintenant, c'est la décennie du climat et vous avez le pouvoir d'agir. Ça repose en fait un peu beaucoup sur Yannick, c'est vrai, mais aussi énormément sur vous. Il ne pourra pas faire toutes les voies tout seul, donc on a besoin de vous. Vous avez toutes les infos sur jadot2022.fr. Jeudi, on compte sur vous dans la manif partout en France et à Paris en soutien aux services publics. Il y aura une petite surprise avec Nour Durand-Rocher qui fera son happening. Ça n'est pas que le sosie de Jean-Michel Blanquer. On a pu démontrer qu'il avait bien d'autres facettes et cordes à son arc. Mais jeudi, il sera chemise en haut, bermuda de plage en bas et avec vous. Et c'est la tradition sur Twitch. On vous propose de basculer après cette émission sur le live, le Twitch de Jean Massier qui est en plein live apparemment. Et donc, salut Jean, je crois que tu t'es remis, tu n'étais pas trop en forme. Bonne émission.